Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Simon Vivier. Il vient nous parler d'une recherche en santé mentale et organisation du travail en enseignement. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de cyber-intimidation. Notre invité en début de deuxième demi, Marie Toutant, vient nous parler de l'endroit de Laval et aussi des droits en santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. Vous écoutez l'émission numéro 794. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce qui traite de santé mentale depuis 1991. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité Simon Vivier. Bonjour, Monsieur Vivier. Oui, bonjour, M. Bugeaud. Bonjour, vous êtes donc chercheur et on va parler ensemble d'une recherche santé mentale et organisation du travail enseignant. Quel pouvoir d'agir collectif. Donc, vous êtes en charge, en quelque sorte, de cette recherche. Cette recherche a été mise de l'avant par la Fédération autonome de l'enseignement, si je ne m'abuse. Oui, exactement. C'est une recherche, en fait, un engagement partenarial. C'est financé par le gouvernement du Canada. Et c'est un programme qui vise à permettre à des organismes comme la Fédération autonome de l'enseignement de pouvoir bénéficier de services de chercheurs qui proviennent des universités. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a développé en collaboration pour pouvoir répondre à des besoins de la Fédération autonome de l'enseignement. Et quel est justement ce besoin-là? C'est qu'il y a des problématiques de santé mentale, puis on veut mieux, finalement, aider les gens ou mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est ça le but de la recherche? Ben, en fait, c'est pas nécessairement tant mieux comprendre ce qui se passe parce que on a quand même beaucoup de données. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur ce qui est à la source des problèmes de santé mentale au travail chez les enseignants. On a mené des recherches là-dessus, d'autres l'ont fait également. Donc, on connaît assez bien la situation. Là où on en sait moins, c'est comment agir pour prévenir ces problèmes de santé mentale au travail. Okay. Et donc, le projet vise spécifiquement à répertorier des actions qui sont déjà mises en place. Parce que les enseignants ne restent pas passifs dans les circonstances actuelles. Il y en a qui mettent en œuvre des actions pour améliorer l'organisation de leur travail dans une perspective de mieux-être et de sens au travail. Et donc, ce qu'on souhaite faire avec ce projet-là, c'est d'identifier, les répertorier, ces actions-là qui sont faites par des enseignants dans des établissements scolaires, de pouvoir les catégoriser, voir qu'est-ce qu'on peut dégager comme ligne de force, comme type d'action, et éventuellement d'approfondir quels sont les processus, les conditions qui permettent la mise en place de ces actions-là pour outiller finalement les syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement et leurs membres pour, en quelque sorte, reproduire ou en tout cas s'inspirer de ces actions-là à partir de ce qu'on aura dégagé comme connaissance. Ça voudrait dire que dans certains milieux, peut-être qu'il y a des initiatives qui sont très intéressantes. C'est un peu ça, c'est de tout rassembler pour en faire profiter tout le monde. C'est un peu ça, là. Oui, c'est exactement ça le principe. Puis les décortiquer en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui a été mis en place? Quelles cibles ont été priorisées? Donc, c'est vraiment de décortiquer ces actions-là pour pouvoir en générer des connaissances qui seraient ensuite effectivement transférables à d'autres milieux. Parce qu'on sait que le milieu de travail, que ce soit le milieu de l'enseignement ou peu importe le milieu, les employés sont plus rares et on veut justement tenter par tous les moyens de prévenir puis aussi sûrement de s'organiser pour que les employés s'absentent pas trop longtemps là, pour cause de santé mentale. Donc, d'avoir les meilleures pratiques, c'est sûrement bienvenu, là, autant économiquement que humainement, à mon avis. Là. Ben, c'est clair que les problèmes de santé mentale au travail sont devenus, en tout cas, ont émergé comme problème de santé au travail par rapport au travail industriel, par exemple, où c'était des maladies professionnelles, des accidents de travail. Là, on est davantage dans une économie de services et donc les problèmes de santé mentale deviennent très importants depuis plusieurs années. Actuellement, c'est certain que pour les entreprises, ça devient une nécessité de se préoccuper de ces problèmes-là, compte tenu du contexte que vous avez évoqué, qui est celui de pénurie de main-d'œuvre et de compétitivité, d'attraction, de maintien des employés dans les organisations. Donc, c'est sûr que ça devient un enjeu stratégique. Et donc, tant mieux pour les employés d'une certaine manière,
puisqu'ils pourront donc peut-être bénéficier de meilleures conditions de travail. Mais ça reste quand même, c'est pas si évident comme on le voit dans le secteur de l'enseignement en ce moment. C'est pas parce qu'il y a pénurie que nécessairement il va y avoir amélioration des conditions de travail, là. Oui. Est-ce que la recherche s'adresse à tous les types d'enseignants, que ce soit au primaire, cégep, secondaire, université, ou c'est une clientèle en particulier? Oui, en fait, dans ce cas-ci, c'est vraiment, puisque c'est un projet d'engagement partenarial, on s'adresse aux membres de la Fédération autonome d'enseignement, qui sont des enseignants des secteurs primaires, secondaires, mais aussi des établissements de formation professionnelle, d'éducation aux adultes. Peut-être que j'en échappe, mais ça couvre pas le secteur de l'enseignement supérieur, cégep, université, là. Donc, ce sont environ, là, je pense, autour de 40 000 membres, là. Puis, on entend beaucoup quand même de problématiques, tu sais, chez les enseignants. On dit beaucoup qu'il y a même des gens qui deviennent tellement épuisés, parce qu'on parle d'épuisement professionnel, c'est une certaine forme de santé mentale. Puis, des gens, il y a beaucoup d'absentéisme. En tout cas, il y a des gens même qui décident de mettre une croix sur leur carrière. Donc, je pense qu'il y a vraiment, réellement un besoin envers ces personnes-là. Ben, tout à fait. En fait, les problèmes de santé, quand on parle de problèmes de santé mentale, ici, on parle au sens large. Là, on pense pas nécessairement à des décompensations psychiatriques, mais vraiment, effectivement, épuisement professionnel, mais ça peut être aussi une dégradation de la santé qui fait en sorte qu'on va s'installer dans des formes de repli. Donc, on va faire son 9 à 5, mais sans plus, pour pouvoir se protéger. Donc, pour nous, ça constitue une forme de dégradation de la santé. Finalement, c'est ce que des sociologues appelaient l'aliénation au travail. Donc, ça prend différentes formes et ça prend aussi, on peut pas, là on le fait pour des fins de recherche, mais on peut pas délier non plus santé et santé mentale. Donc, le travail a des incidences aussi sur la santé physique. Et donc, ça prend différentes formes. Certains, effectivement, ça va tourner en épuisement professionnel. Pour d'autres, ça va être plus d'anxiété, dépression, et ça va se traduire effectivement par des indicateurs qu'on va appeler organisationnels, comme l'absentéisme que vous avez évoqué. Oui. Dans un type de recherche comme ça, vous êtes chercheur. Quand vous commencez une recherche de ce genre-là, est-ce que vous mettez des buts? Est-ce que vous mettez des objectifs? Comment ça fonctionne dans les faits, là? Oui, en fait, on a, dans ce cas-ci, spécifiquement, on a vraiment construit des objectifs avec nos partenaires, avec la FAE. Et donc, oui, on a à soumettre finalement, lorsqu'on veut un financement des grands organismes subventionnaires du gouvernement, on a à soumettre un projet dans un concours spécifique où on va présenter le problème de recherche, la pertinence sociale, pourquoi c'est un projet qui est pertinent socialement, la pertinence scientifique, quelles connaissances on va développer. Et donc, on doit faire vraiment la démonstration que c'est un projet qui est pertinent et ensuite présenter les objectifs, la méthode, la diffusion, quelles sont les retombées de la recherche. Donc, on a vraiment un dossier à monter pour pouvoir obtenir le financement. Donc, effectivement, on a des objectifs qui sont bien clairs, là. Non, parce qu'on se disait toujours, tu sais, des fois, vous allez apprendre, vous avez des grands objectifs, mais il peut y avoir des belles surprises ou des choses qui vont faire en sorte que tu sais, j'imagine qu'on peut être un peu, je dirais pas émerveillé, mais on peut être surpris des fois par des initiatives qu'on dit, tu sais, on connaissait pas ce genre d'initiative-là, et puis en faisant la recherche, on a pu mettre, si on veut, le doigt sur certaines informations intéressantes. Ça peut être toujours bien aussi, là. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs découvertes qui se sont faites par hasard, de manière collatérale, en sciences et dans tous les domaines. Oui, on a des objectifs, on essaie le plus possible de les atteindre, mais il peut y avoir effectivement de belles surprises qui émergent. Et de ma courte expérience, là, moi, ça fait peut-être entre 5 et 10 ans, disons, que je suis impliqué en recherche et il y a toujours des surprises qui émergent dans les recherches qu'on mène, là. Monsieur Vivier, est-ce que c'est la première fois que vous faites une recherche qui a un rapport à la santé mentale ou c'est un peu le secteur que vous privilégiez?
Oui, c'est vraiment le secteur que je privilégie. Donc, j'ai mené des recherches avec, des médecins ophtalmologistes. J'ai réalisé mon mémoire de maîtrise avec des médecins ophtalmologistes. Ma thèse de doctorat, c'était avec des conseillers d'orientation dans les écoles. Puis, j'ai participé à des recherches là, avec du personnel scolaire. On a mené une vaste enquête de 2008 à 2014 avec du personnel scolaire et toujours au niveau de la santé mentale. Là. Oui. Donc, disons qu'avec les années, depuis une dizaine d'années, c'est plutôt avec le personnel scolaire. Oui, c'est ça. C'est un domaine qui a beaucoup de défis, entre autres. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer, puis ça touche énormément de gens aussi. Là. C'est sûr certain. Que ça touche énormément de gens. Plus particulièrement, mais vraiment pas seulement, mais plus particulièrement, là, on entend dans les médias ces temps-ci les travailleurs de la santé qui sont particulièrement affectés, les travailleurs de l'éducation. Donc, parmi les objectifs qu'on a, dans le cadre de ce projet-là, c'est de pouvoir voir aussi est-ce que les actions qui sont mises en place dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'enseignement, éventuellement pourrait être exportable dans un milieu comme celui de la santé, qui est aussi fortement institutionnalisé, très organisé, politisé à certains égards aussi. Donc, est-ce que les enjeux qu'on va pouvoir dégager, les actions qui sont mises en œuvre vont pouvoir être transférables au secteur de la santé? On va commencer à explorer. C'est pas un objectif là, concret, oui. Mais c'est vers là qu'on se dirige. Là. Est-ce qu'on peut se servir aussi dans une recherche comme ça de données qui viendraient de l'extérieur? Souvent, les pays étrangers nous inspirent. Des fois, on inspire des gens aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement avoir recours? Pas nécessairement pour ce qui est de la recherche en tant que telle, les données de recherche, mais c'est certain que quand on fait une recherche, on fait toujours un état des connaissances, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'on connaît sur les questions qui nous intéressent, et à ce moment-là, la recension des écrits scientifiques se fait à un niveau international. Et en aval, c'est-à-dire après la recherche, à notre tour, quand on diffuse les connaissances, on va le faire à l'international aussi. Mais pour ce qui est des données de recherche en tant que telles, pour nous, ça va être vraiment avec des enseignants québécois qui sont affiliés à des syndicats de la Fédération autonome de l'enseignement. Donc, la source de données, ça va être auprès des enseignants de la Fédération. Avez-vous un nombre d'enseignants prévus pour justement réaliser cette recherche, compléter la recherche? La méthode de recherche va être en 3 temps. On a une première partie où c'est des questionnaires, un questionnaire en ligne, où la Fédération, en fait, va envoyer un appel à tous à ses près de 40 000 membres. Là. Après ça, on va voir combien. On va voir combien qui répondent. Exact, exact. Donc, on n'espère pas trop d'une certaine manière, mais suffisamment pour avoir des données intéressantes, riches. Mais c'est ça. Donc, la première étape, c'est vraiment par questionnaire à question à développement. Donc, les gens vont nous décrire les actions qu'ils ont menées et qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné, mais pour qu'on puisse apprendre de ces actions-là. Ouais. Dans un deuxième temps, on va interroger une 15-20 personnes, 15-20 enseignants à partir d'un certain nombre de critères pour essayer d'approfondir, comme je vous disais tout à l'heure, les processus et les conditions qui ont permis à ces actions-là d'être mises en œuvre. Et dans une troisième étape, on va décrire via des récits de pratique ces actions-là, et on va mettre les enseignants qui ont participé aux entretiens individuels ensemble dans un groupe de discussion pour qu'ils puissent eux-mêmes partager, apprendre les uns des autres et voir finalement qu'est-ce qu'on peut apprendre des actions des uns et des autres en termes de conditions et de processus. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, M. Vivier. Simon Vivier, donc chercheur pour la recherche santé mentale et organisation du travail enseignant. Quel pouvoir d'agir collectif. On va suivre les résultats et puis on vous remercie beaucoup de votre présence à Folie douce. Merci pour l'invitation, M. Bugeaud. Au plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie douce Radio sur Instagram. Voici maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, la cyber-intimidation. Oui, un sujet qui est très à la mode. Et que ce mot a été inventé avec l'avènement du web, en fait, pas longtemps après, je pense que ça a commencé. Oui, c'est un sujet d'actualité, mais j'ai l'impression que ça va demeurer
encore longtemps dans l'actualité. Quoi qu'on fasse, c'est dur à contrôler, dans le fond, ce que les gens disent, ce que les gens font sur le web. Ça... c'est presque impossible, mais il y a des choses à faire. OK. Et j'ai vu je vais vous lire quelques articles, quelques courts articles que j'ai trouvés sur l'Internet sur le sujet. Il y a tout d'abord un article qui s'appelle « La cyber-intimidation, nouveau fléau chez les jeunes Québécois ». Et là, on va voir que ça attaque la santé mentale, le sujet de notre émission, finalement. Jusqu'à un certain point, j'ai l'impression que c'est pire que l'intimidation qu'on pouvait vivre autrefois avant qu'Internet vive, parce qu'elle existe, parce que dans le fond, on pouvait éventuellement tirer la plug, comme on dit. Mais là, ça rentre... ça rentre partout, ça nous suit partout. Ouais. Alors, c'est un article écrit par Mme Pauline Gravel, qui est journaliste scientifique au journal Le Devoir. Ça date, ce n'est pas extrêmement récent. Ça avait été écrit en 2017, mais c'est encore d'actualité. Oui, c'est encore un très bon article sur le site ledevoir.com. Elle nous dit « Les filles et les homosexuels sont les plus grandes victimes de la cyber-intimidation », révélait une étude présentée dans le cadre du congrès de l'Association francophone pour le savoir qui a eu lieu en mai 2017 à l'Université McGill. Cette étude a été menée auprès de 6540 élèves, dont 56% de filles de 3e, 4e et 5e secondaire provenant de 34 écoles secondaires de diverses régions du Québec. Aujourd'hui, plus de 95% des jeunes Québécois ont accès à un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent ou une console de jeu connectée à Internet. Et plus de 80% d'entre eux utilisent activement les réseaux sociaux, a précisé d'entrée de jeu M. Jude-Marie Sénat, qui est stagiaire post-doctorale à l'UQAM. Pas surprenant donc qu'Internet et les réseaux sociaux soient devenus un puissant moyen d'intimidation entre jeunes, avait-il souligné. Parmi les multiples réseaux sociaux fréquentés par les jeunes, tels que Facebook, Twitter, Instagram et autres, c'est surtout le site ask.fm qui a la cote. Ça s'écrit ASK.fm. Moi, je ne connaissais pas. Oui, ça me dit quelque chose, ce site-là, oui. Parce qu'on dit que ce site offre la possibilité de publier des messages agressifs et diffamatoires de manière anonyme. La cyber-intimidation se manifeste souvent sous forme de messages menaçants qui révèlent des informations personnelles sur la victime, voire des photos d'elle dans une situation très intime, a indiqué M. Sénat, qui a constaté, il nous dit, les jeunes partagent couramment leurs mots de passe entre amis. Ouais. Et il ajoute qu'il est courant que le partenaire d'une jeune fille fasse du chantage et réclame une photo d'elle nue comme preuve d'amour. Et quand la relation est terminée, il diffuse cette photo pour se venger. C'est ça, souvent les gens vont partager des mots de passe, puis après qu'ils sont plus amis ou plus amoureux, automatiquement, les mots de passe restent les mêmes, à part si la personne l'a changé. Ils peuvent le regretter. Moi, je peux te dire que jamais il faut jamais prêterai mon mot de passe. Non, absolument. En fait, il faut les changer. Il faut y penser à les changer. C'est peut-être un truc. Là, Alors, les filles, soit 26%, sont plus souvent victimes de cyber-intimidation que les garçons. Pour eux, c'est seulement que 18%. Les jeunes des minorités sexuelles, notamment les homosexuels, 29%. Les lesbiennes et gays, 27%. Et les bisexuels, 36% chez les filles et 24% chez les garçons, sont davantage visés par cette forme d'intimidation que les hétérosexuels, soit 25% chez les filles et 17% chez les garçons. M. Sénat a également remarqué que les jeunes qui avaient été victimes de sévices sexuels durant l'enfance étaient aussi plus à risque de subir de la cyber-intimidation. Les conséquences de la cyber-intimidation peuvent être dramatiques sur la santé mentale des victimes, qui sont nombreuses à avoir des idées suicidaires et à consommer de l'alcool et de la drogue. Dans son étude, M. Jude-Marie Sénat a découvert que 43% des garçons et 34% des filles qui étaient homosexuels, ainsi que 39% des filles et 32% des garçons qui se disaient bisexuels et qui avaient été la cible de cyber-intimidation avaient tenté de se suicider, alors qu'ils étaient nettement moins nombreux parmi les hétérosexuels.
M. Sénat a par ailleurs observé que les jeunes qui pouvaient compter sur le soutien de leur mère échappaient plus que les autres à cette forme de violence et souffraient moins de problèmes de santé mentale quand ils en subissaient. Un réconfort peut-être, ou en tout cas quelque chose qui dédramatise les choses. Des fois, ça nous prend une oreille de confiance. Hein? Oui, ça sort de l'isolement. Ouais. Étant donné que la plupart des victimes de cyberintimidation n'osent rien révéler à leurs parents, le chercheur croit qu'il faut, dans un premier temps, tenter de rejoindre ces jeunes de façon anonyme par l'entremise d'Internet ou du téléphone cellulaire. M. Sénat dit « On peut approcher les jeunes sur un site de clavardage, par exemple, et graduellement les inciter à discuter de ce qu'ils ont vécu. Puis, une fois qu'ils seront en confiance et qu'on sera arrivé à leur parler au téléphone, on pourra les diriger vers des structures spécialisées. » M. Sénat propose aussi le recours à des programmes de prévention comme Bystander, qui vise à entraîner de jeunes témoins du même âge que la victime en prévention ou en intervention. Bystander, ça s'écrit B-Y-S-T-A-N-D-E-R. M. Sénat nous dit que ces jeunes vont soit s'appliquer à décourager ceux qui veulent perpétrer de la cyberintimidation, soit soutenir ceux qui en ont été victimes en les aidant à trouver les ressources nécessaires. Mais je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission. Parfait. À l'Espresso allongé, la cyberintimidation à Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Marie Toutant. Elle nous présente l'organisme L'Endroit de Laval et nous parle aussi des droits en santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec la cyberintimidation. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Je suis en compagnie de Marie Toutant. Bonjour Marie. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu en studio. Tu as été collaboratrice à plusieurs reprises dans nos émissions, que ce soit par des chroniques ou même en invitant des invités qui étaient à notre micro. Mais là, tu viens, on fait un peu on prend tes nouvelles parce que ça fait plusieurs années, tu t'impliques, je dirais, plus en santé mentale encore peut-être qu'à l'époque et d'une autre façon. Comment tu pourrais décrire quel est ton rôle maintenant? Maintenant, je suis conseillère en défense de droit en santé mentale à l'organisme L'Endroit de Laval. Oui. C'est situé à Laval, bien sûr. Et puis, c'est chapeauté par la GIDSMQ, là, ouais. Pour la défense des droits des personnes. C'est important, la défense des droits, parce qu'on en parle souvent comme quoi les droits sont bafoués, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, on pourrait s'entretenir plusieurs minutes sur le sujet. Sur le sujet, parce qu'il oui. y a beaucoup de choses qui se font qui ne devraient pas arriver. Il y a supposément des exceptions qui n'en sont plus. Non, et puis on parle pas juste d'hôpital, là, de garde en établissement avec des erreurs en lien avec cette démarche-là. Oui. Mais on parle aussi des droits des citoyens, que ce soit le droit d'être respecté en tant que prestataire de l'aide sociale, droit de locataire. À tous les jours, il y a des gens qui viennent nous voir pour qu'on les accompagne là, juridiquement pour défendre leurs droits. Là. Ouais. Et qu'est-ce que, toi qui as vu, mettons, est-ce qu'il y a une particularité, peut-être, les gens de Laval, est-ce que c'est différent ou ça se recoupe quand même avec les autres régions? Parce que, on dit souvent le centre-ville, il y a certaines problématiques de santé mentale, mais est-ce qu'à Laval, ça se ressemble aussi? C'est un milieu urbain quand même? Oui, mais disons, c'est sûr, Laval, un peu plus petit que Montréal. Et puis, si on parle d'itinérance, c'est sûr il y en a beaucoup, mais elle est moins visible qu'à Montréal. Nous, on en accompagne quelques-uns. Là. Ouais. Puis les ressources aussi, disons que présentement, il y a des projets là, qui voient le jour très intéressants pour loger ces gens-là. Mais disons que c'est en évolution, en développement. Ouais. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à l'endroit? Comment on pourrait décrire l'endroit de Laval? C'est un organisme qui existe depuis longtemps? Oui, ça fait 30 ans que l'endroit existe. OK. Puis, toujours au même endroit? Sans jeu de mots, non? Non, on a changé d'endroit? Oui, on a déménagé au mois d'avril. Oui. Puis, comme je disais, c'est un organisme qui donne aussi de l'information aux gens. Là. On a des ateliers
D'ailleurs, demain, on a une invitée de renom qui est Sadia Messayi, qui va venir parler là, de l'histoire de son fils et d'elle, bien sûr, et puis de l'écriture de son livre « Les fous crient encore au secours ». Donc, on donne des ateliers, des conférences, et puis beaucoup aussi sur la question juridique, là, comment se défendre en cours. Les gens ne connaissent pas toujours qu'ils ont certains droits. Hein, beaucoup de gens ignorent leurs droits. Aussi simple que le droit professionnel de son choix, puis ce genre de choses-là, les gens ont l'impression qu'ils se font imposer quelque chose, puis ils ne se posent pas de questions, mais on a des droits, les gens ont des droits. C'est ça qui est malheureux, parce que les gens nous arrivent, puis ça fait longtemps qu'ils sont dans une situation difficile, et puis c'est sûr, pour nous, quand on connaît les manières de trouver des solutions, ça peut paraître spécial que les gens attendent, mais c'est pas qu'ils attendent, c'est qu'on les renseigne pas ailleurs. Puis ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas de ces droits-là. On a toujours l'impression que les gens peut-être se sentent comme des citoyens de seconde zone. Absolument, c'est pas absolument, le cas, parce qu'on a beaucoup de préjugés à l'égard que ce soit simplement les gens qui reçoivent l'aide de dernier recours. Il y a beaucoup de préjugés encore sur ces gens-là. Et puis, on parle ici de santé mentale, mais la santé mentale va mieux quand on a une meilleure situation de vie, entre autres, avoir un toit sur la tête, tout le monde le sait. Ouais. Et puis, moi, je suis d'avis qu'il faudrait vraiment développer le milieu du travail. Oui. C'est sûr que le travail, c'est un gros plus. Là. C'est un encadrement, c'est un lieu où on peut avoir des relations intéressantes, on développe notre potentiel. Ouais. Puis moi, qui est dans le milieu depuis aussi au moins 30 ans, je vois pas que ça avance vite de ce côté-là. Puis vraiment, c'est thérapeutique. Oui, ça aiderait tout le monde, en fait. Ça ramènerait des gens dans le milieu du travail, puis par le fait même, ça donnerait plein d'autres... ça résoluerait peut-être plusieurs problèmes. Là. Absolument, oui. C'est ça. Oui. Donc, tu dis, c'est ça fait quand même 30 ans que tu gravites alentour, mais qu'est-ce qui a fait que tout à coup, là, maintenant, tu es rendu à l'endroit? Parce que je sais que tu as évolué, justement, dans le domaine. Tu as beaucoup d'expérience personnelle, mais tu as aussi beaucoup d'expérience, je pense, à travers la santé mentale, là, que ce soit en côtoyant des professionnels, peu importe. Là. Mais qu'est-ce qui fait que tu es rendu justement à l'endroit, que tu fais le travail que tu fais maintenant? Puis, je suis contente que tu me poses cette question-là parce que j'ai été connue dans le milieu, moi, depuis une vingtaine d'années en tant que proche. Hein? Oui, proche qui accompagnait son conjoint avec 4 enfants. Donc, disons que effectivement, là, j'ai participé à plusieurs rencontres, j'ai été présidente et enfin, j'ai occupé plusieurs postes là, bénévoles, mais quand même. Puis, ce qui a fait que j'ai changé un petit peu de trajectoire de celle de proche en devenant une personne qui elle aussi, a vécu un problème de santé mentale. Ouais. Donc, ça m'a rapproché des gens avec un problème de santé mentale, quoique j'étais déjà là, comment je pourrais dire, moi j'ai toujours vu ça comme un tout, les gens avec un problème de santé mentale, leurs proches, les familles, c'était pas la vision de tout le monde, mais moi c'était la mienne, donc pour moi c'est pas discordant là ce qui arrive, mais il y en a qui sont surpris de me voir en train d'accompagner mes pères. Moi c'est mes pères, ça a toujours été mes pères. Puis c'est ça vraiment qui a fait, disons que j'ai fait un bout dans la noirceur là, très difficilement. Puis bien sûr, j'ai été en dehors du travail, du milieu du marché du travail pendant quelques années. Puis c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais d'une sorte de renaissance lorsqu'on retrouve un travail. Oui. Puis moi je suis rendue à 60 ans présentement, puis il n'y a pas d'âge là. Ben, tu les fais pas. Puis ton expérience t'aide, c'est sûr, dans ce domaine-là. Là. C'est sûr que le bagage humain que tu as... parce que ce que je remarque beaucoup, on est connecté par Facebook, puis je vois souvent je commente pas souvent, mais je vois beaucoup de choses, puis je me rends compte que tu es quelqu'un très à l'écoute des gens, puis comme tu disais, tu as tellement gravité dans toutes sortes de milieux. Je pense que tout ça t'amène à faire ce que tu fais maintenant. Absolument. À l'endroit de Laval, là. Disons que moi, j'ai commencé ma vie dans un milieu où une mère faisait des psychoses. Puis, j'ai passé ma vie dans le milieu avec, justement, teinté par les problèmes de santé mentale. Puis,
c'est devenu une mission pour moi. Là. Je suis passionnée. J'ai développé le goût du militantisme, la défense de droits au niveau des citoyens. Ouais. Puis aujourd'hui, pour moi, c'est naturel là, de me retrouver là. Mais disons que je veux donner de l'espoir aussi aux gens que malgré la noirceur parfois, là, il faut regarder en nous puis voir on a des forces, on a du potentiel, puis y croire, pas toujours écouter les autres. J'ai passé par l'intérieur du réseau et parfois, je vais te dire que l'expérience a été difficile en ce sens que souvent on met des lunettes puis on regarde les gens avec un problème. Même si on dit qu'on veut pas stigmatiser, ça finit que nous, on se sent quand même, avec certaines personnes, là, on les mettra pas toutes dans le même panier, mais on se sent stigmatisé, puis on croit plus en nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut mélanger, là. Oui, utiliser le réseau, je suis tout à fait en accord avec ça, quand on a des problèmes, mais pas nécessairement strictement rester dans le réseau. Aller voir ailleurs ce qui nous intéresse. On a des intérêts pour la musique. On n'a pas à rester juste en santé mentale. Varier les sources d'aide ou d'entourage. Oui. C'est ça qui fait une santé émotionnelle équilibrée. Globale, globale, oui, exactement. Parce qu'on a eu tendance à un moment donné de rester toujours dans la même zone, là, entre nous. Puis c'est sûr qu'on développe là, des connaissances. Mais la vie citoyenne ne s'arrête pas au milieu de la santé mentale. Là. Puis maintenant, partout, que ce soit à la télévision ou ailleurs, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes qui font des coming out puis qui viennent de différents milieux politiques et tout ça. Ouais. Donc, nous, faut... en tout cas, moi, c'est ça que j'essaie de faire, là, de continuer à développer là, mon potentiel dans plusieurs aspects. Oui. Quand tu disais tantôt, c'est effectivement, il y a beaucoup de droits bafoués, tout ça, puis c'est de la défense de droits, essentiellement, à l'endroit. Puis vous êtes membre de l'AGID qu'on connaît bien. Mais est-ce que des choses, honnêtement, qui vont quand même mieux qu'avant? Est-ce que tu pourrais quand même reconnaître qu'il y a certaines avancées ou il y a certaines choses qui vont quand même mieux? Oui, quand même. Oui, parce qu'il faut quand même s'encourager absolument. Un petit peu. Parce qu'on se dit, ça fait 30 ans, tu sais, ça fait tellement longtemps, nous autres, ça fait 28 ans qu'on fait l'émission, puis on a l'impression qu'il y a toujours des problèmes, mais il y a certainement des choses qui se sont améliorées. Oui, absolument. Là, je parlais du milieu du travail. On a vraiment avancé du côté on parle de la pérédance. Hein? Moi-même, j'ai suivi la formation là, avec la QRP, puis de ce côté-là, oui. De plus en plus, on a des pères aidants formés, puis qui sont présents. Oui, puis qui enfin gagnent un salaire là, à la hauteur de leur... reconnus. Absolument. Ouais. Il y a aussi, bien sûr, oui, j'ai parlé que de temps à autre là, dans le réseau, mais c'est comme partout, hein, il y a du bien, il y a du moins bien. Ouais. Puis... je dirais aussi la connaissance. Les gens connaissent mieux aujourd'hui ce qui les affecte, puis peuvent trouver par eux-mêmes là, des solutions aussi. C'est peut-être moins tabou aussi, hein, la santé mentale. Tu sais, ça prend du temps, mais on arrive quand même à... Il y a certaines personnes qui ne changeront jamais. Je pense qu'ils auront toujours une attitude stigmatisante auprès envers ces personnes-là, envers des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui est quand même plus ouverte qu'avant. Non? Oui. Je suis absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, on le voit quand des journalistes font des vox pop sur la rue. Je suis vraiment contente d'entendre là, les commentaires des gens. Oui, puis moi, je dirais, j'ai eu 4 enfants, aujourd'hui ils sont rendus adultes, mais c'est eux là, qui c'est la nouvelle façon de penser, peut-être. Absolument, ils sont très ouverts. Ils ont été conscientisés sûrement par toi. Ça, c'est sûr. Puis ils ont vu leur mère occuper plein de fonctions. Ouais. J'ai déjà été candidate. Il n'y avait rien, moi, qui m'arrêtait pour justement transmettre la connaissance, influencer. Puis c'est comme ça qu'on avance en s'influençant les uns les autres. Il y a comme la bibliothèque virtuelle là, qui se produit, aussi, oui, c'est ça. Ça fait connaître mieux les gens qui ont un problème de santé mentale. Mais c'est sûr que j'ai parlé un peu, peut-être... Moi, j'appelle pas d'en parler négativement, mais c'est bon de parler encore de d'où on pourrait là, évoluer. Entre autres, il y a trop de gens dans les prisons encore qui ont des problèmes de santé mentale. À Laval, les policiers, ils n'ont pas été...
formés autant que ceux de la Rive-Sud par rapport à la santé mentale. Ou Montréal aussi, donc, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis parce qu'il y a d'interventions qui se font. C'est ça. Donc, je pense que c'est important de s'influencer là, les uns les autres. Puis, il s'agit d'avoir de la bonne volonté. Les gouvernements, je pense que avec celui-là qui est devant nous aujourd'hui, j'ai même, imagine-toi donc, Yvan, excuse-moi, j'ai même côtoyé notre ministre de la Santé. Oui, Mme McCann. Oui, exactement. Puis, tu vois, elle était sur le comité de santé mentale du Québec. C'est une personne très ouverte. Qui est déjà très impliquée. Très avant-gardiste, oui. Ouais. Marie, en terminant, il faudrait qu'on mentionne les coordonnées de l'endroit de Laval où tu travailles, justement. Oui. Donc, si tu peux nous mentionner peut-être le site web, on va savoir plus, et le téléphone. Très bien, avec plaisir. Ouais. Donc, c'est w3fois.endroit, endroitlaval.com. Le numéro de téléphone est le 450-668-1058. On vous attend au téléphone ou en personne. Merci beaucoup, Marie, tout le temps, d'avoir été des nôtres et bonne continuation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie Douce. C'est le moment maintenant du bloc Espresso allongé où tu poursuis ton sujet, la cyber-intimidation, Pierre. Oui, alors je vais y aller tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je vais terminer la lecture de l'article que je lisais tantôt. Ça s'appelle « La cyber-intimidation, nouveau fléau chez les jeunes Québécois », écrit par Mme Pauline Gravel. Elle écrivait, en terminant son article, « Outre les parents et les intervenants en milieu scolaire, les policiers aussi doivent être sensibilisés et formés pour traiter les plaintes des jeunes victimes. Car plusieurs jeunes ont affirmé être allés à la police, mais ont dit que celle-ci leur a répondu qu'elle ne pouvait rien faire et les a même critiqués. Et ils leur ont fait de la morale, reprochant aux jeunes filles, par exemple, d'avoir mis des photos d'elles nues sur Internet. Dans un autre article qui s'appelle « Le cyberharcèlement, peu réglementé et peu dénoncé », un article que j'ai trouvé sur Internet, c'est sur le site ici radiocanada.ca, un texte de Mme Andréane Apablaza, qui est journaliste et auteure. Elle nous dit « Le cyberespace est-il suffisamment réglementé ?» Une victime de harcèlement en ligne estime que les moyens légaux sont insuffisants pour se défendre et empêcher la violence sur le web. Madame Danielle Altrog a reçu des menaces de viol et de mort sur le réseau social Twitter après avoir publié un message en appui aux victimes d'agressions sexuelles. Elle nous dit c'était en 2015 pendant le procès de Yann Ghomeshi. Madame Altrog est étudiante à l'Université de la Saskatchewan. Elle s'était dit choquée par la violence et l'agressivité des messages qu'elle a reçus d'internautes inconnus. Elle nous dit « Les femmes et les survivantes tentaient seulement d'être solidaires en ligne. Ça m'a bouleversée », se rappelle-t-elle. C'est beaucoup. On a l'impression qu'on peut rien dire sur Internet. Dès que tu vas dans un sujet un peu, si tu veux, chaud, là, ou un sujet un petit peu controversé, il y a toujours quelqu'un qui vient réagir. Les attaques viennent de partout. C'est pour ça que je trouve que ça devient vraiment difficile. C'est agressif. Là. Je pense qu'il faut faut accepter d'avance qu'on va recevoir des commentaires de tout le monde. Souvent des commentaires anonymes. Alors on se permet n'importe quoi. C'est ça. Ça va avec l'époque dans laquelle Parce qu'à quelque part, on veut des fois prendre part à un débat ou expliquer quelque chose, mais c'est comme si on nous disait, la société, prenez votre trou puis faites juste parler des affaires légères sans vous engager. Oui, écoute, ça joue dur sur Internet, c'est sûr. Je poursuis ma lecture. Le cyberharcèlement ne s'arrête pas à des menaces proférées sur les réseaux sociaux. Il comprend aussi des textos, des courriels, des images et des commentaires harcelants, violents ou haineux. Malgré les menaces claires qu'elle a reçues, Danielle Altrog préfère ne pas porter plainte contre les actes de cyberharcèlement qu'elle a vécus. Elle nous dit « J'ai l'impression qu'il y a une forte probabilité que je ne sois pas crue. » Elle croit aussi que les lois en place n'arrivent pas à protéger les femmes victimes de violences, en ligne ou non. Aussi victime d'agressions sexuelles, Danielle Altrog a choisi de ne pas porter plainte pour les mêmes raisons. Et selon une professeure en droit à l'Université Laval à Québec, Mme Louise Langevin, il n'est pas simple de porter une affaire de cyberharcèlement devant les tribunaux.
Elle nous dit qu'il faut avoir beaucoup de preuves et il faut que la victime soit en mesure de poursuivre le processus pénal. Le processus de dénonciation et de poursuite peut s'avérer laborieux et dispendieux selon elle. Elle rappelle que les corps policiers et les tribunaux sont mieux outillés qu'auparavant pour surveiller et sanctionner la violence sur le web, mais que le cyberespace est loin d'être suffisamment encadré. Madame Langevin nous dit « Le cyberespace est vu comme le Far West, sans règles ni lois, dans lequel on peut dire à peu près tout et n'importe quoi. » Les femmes sont constamment ciblées sur le web, selon la professeure. Il y a quelques années, il était impossible de plaider que la haine pouvait être fondée sur le fait d'être une femme. Depuis le 8 mars 2015, l'article du Code criminel qui définit le harcèlement comprend le sexe, au même titre que la race, la religion ou l'orientation sexuelle. À ce jour, cet argument n'a pratiquement jamais été utilisé devant les tribunaux, selon la professeure Mme Louise Langevin. Maintenant, un autre court article, également que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada. C'est un reportage de Mme Josiane Pelos, des ressources pour les victimes de cyberintimidation. Le Centre canadien de protection de l'enfance, situé à Winnipeg, au Manitoba, a lancé un site Internet afin d'aider les adolescents qui font face à un problème de cyberintimidation. Le site s'appelle « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Je vais vous l'épeler, c'est AIDEZ, moi, MOI et SVP, donc c'est tout collé. Aidez-moi, s'il vous plaît, .ca. Alors, ce site explique aux jeunes comment une photo ou une vidéo à connotation sexuelle peut être retirée des réseaux sociaux. Le site donne aussi aux adolescents des ressources pour les aider à trouver de l'aide en cas d'intimidation. Le président du syndicat des enseignants de la division scolaire franco-manitobaine, M. Richard Allary, a été témoin de la montée du phénomène au cours des années. Selon lui, les parents aussi doivent être sensibilisés au problème. Finalement, c'est les parents, c'est la police. C'est la société, c'est nous tous, en fait. Oui, c'est les professeurs, c'est tout, oui. Certain. Oui, Mme Pelos termine en disant « Les directions d'école et les enseignants doivent intervenir sur des choses qui essentiellement ne se passent pas à l'école, mais plutôt à la maison. » Je peux ajouter quelque chose, Pierre, si tu veux? Oui. Moi, je trouve, effectivement, ça devient toujours difficile pour les victimes. Il faut vraiment que la société se dote, les gouvernements se dotent de moyens faciles, parce que c'est pas à la victime de trouver les forces pour être capable de pousser puis de faire des plaintes. Il faut vraiment qu'on change le modèle, je trouve. C'est ça qui est vraiment... en tout cas, moi, si j'avais une suggestion, ce serait vraiment ça à faire. Oui. Ben, merci beaucoup pour le sujet. C'est quelque chose qu'on va certainement reparler, comme tu parlais tout à l'heure. Oui. Donc, la cyberintimidation, merci à Folie Douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, Pierre Laporte. Donc, je te remercie bien pour ta mise en onde, d'ailleurs. Ben, bienvenue, mon cher. Oui, la mise en onde toujours aussi importante et toujours aussi bien faite. Et tes blocs espresso, tu nous as emmené le sujet de la cyberintimidation, un sujet dont il faut vraiment parler, ça, c'est certain. Notre invité en début d'émission, Simon Vivier, nous a présenté une recherche en santé mentale et organisation du travail dans le domaine de l'enseignement. Notre invité en début de deuxième demi, Marie Toutan, nous a pour sa part parlé de l'Endroit de Laval, un organisme qui est bien implanté, et nous a parlé aussi des droits en santé mentale. Donc c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.